Et c'est parti pour la présentation. Donc, Guy, si tu veux bien prendre la parole et puis... Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Guy Genvreau, secrétaire de France Nature Environnement Centre-Val de Loire et pilote d'un travail qu'on mène depuis maintenant 6 ans, mais on y viendra à la fin de la présentation sur le bois, énergie et la biodiversité. Et dans le cadre des travaux que l'on mène, on a jugé utile de travailler principalement aujourd'hui sur la fertilité des sols et bien sûr en relation étroite avec la biodiversité. Je remercie Daphné d'avoir préparé ce travail. Je vous laisse en compagnie des intervenants et je relance la parole auprès de Daphné. Merci beaucoup, Guy. Donc, tout à fait, ce webinaire est composé de quatre différentes parties entre lesquelles on va avoir un temps d'échange possible avec les participants. Donc, le premier item, c'est la filière bois-énergie en Centre-Val de Loire, qui est présenté par Olivier Silberberg de Fibois, qui a une contrainte horaire et qui devra nous laisser assez rapidement par la suite. Ensuite, on aura biodiversité et fertilité des sols, donc tout savoir sur le fonctionnement et les principes de base. Et puis par Nathalie Corbouleschi de l'INRAE. Ensuite, on aura la mobilisation de bois, donc outils et techniques de préservation des sols par Jonathan Grenier du FCBA. Et ensuite, je vous ferai une présentation du bois énergie et de la préservation de la biodiversité, c'est-à-dire notre travail de charte bois énergie dont parlait Guy tout à l'heure, et pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants. Sans plus tarder, je vais passer la parole désormais à Olivier pour l'introduction. Merci Olivier. Bonjour à tous, donc Olivier Silberberg de Fibois Centre-Val de Loire, qui est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois en région. Donc je vais évoquer avec vous un certain nombre de données qui sont introductives en fait au sujet lié à la fertilité des sols et à la filière bois-énergie. Ça sera très rapide, ça vous donnera des éléments de contexte. Et puis, par la suite, si vous avez des questions, je sais que dans la réunion, il y a plusieurs personnes qui sont aussi expertes que moi et qui sauront répondre à votre question. Euh, Premièrement, pour parler assez succinctement de la forêt en région, donc on parle d'environ 1 million d'hectares, donc à peu près un quart du territoire, et on parle d'un accroissement annuel de la forêt de l'ordre de 5,5 millions de mètres cubes, donc qui correspond aux intérêts du capital. Et on parle toujours de cet élément-là pour évoquer la gestion durable de la forêt, à savoir qu'on vise à ne pas couper plus que ce que produit annuellement la forêt. Et puis vous voyez sur la carte la composition de la propriété forestière qui est très majoritairement privée. Et ça, c'est un élément qui est pas forcément connu de tous. Euh, donc on est à près de 90% de forêts privées dans la région, les forêts publiques étant à la fois domaniales, propriété de l'État, ou communales, des collectivités locales. Ensuite, par rapport à cet accroissement naturel, on va parler de récolte annuelle, en sachant que ce qu'on vise en forêt, outre ces, ces atouts liés euh, à la promenade, à la chasse ou à la récolte de champignons, par exemple, c'est la production de bois. Euh, et à savoir qu'on vise à produire majoritairement du bois d'œuvre de qualité. La région Centre-Val de Loire produit du chêne de qualité, c'est la première région en l'occurrence. Et donc on récolte chaque année en région Centre-Val de Loire 720 000 mètres cubes de bois d'œuvre, donc environ un quart, 680 000 mètres cubes de bois d'industrie. Alors, on parle de bois d'industrie quand ce sont des arbres qui vont être utilisés pour produire du panneau de particules ou de la pâte à papier. Et puis, enfin, du bois énergie, donc, qui va être utilisé pour les chaufferies, dont on va parler après. Et j'ai indiqué également des données qui sont liées au bois bûche,
qui est une estimation, car on estime qu'il n'y a que 20% des volumes de bois-bûches qui sont officiellement commercialisés. Le reste étant soit autoconsommé, soit auto-approvisionné, donc sans passer par un professionnel. Et donc, on a du mal à avoir des chiffres précis. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une enquête qui date de 2014 et qui est relativement imprécise, mais il faut tenir compte de ce volume qui est considérable. Donc au total, on a environ 2 750 000 mètres cubes de récoltés, dont ce qu'on associe en termes de qualité bois d'industrie, bois énergie, environ 2 millions de mètres cubes. Alors, dans notre stratégie, on vise à développer les chaufferies pour permettre d'utiliser ces produits qui sont importants pour l'ensemble de la sylviculture. Et on vise à développer des chaufferies petites et moyennes. Euh, il y a également des très grosses chaufferies qui sont mises en place dans les grandes agglomérations, mais notre stratégie au sein de FIBA Centre Val-de-Loire, c'est surtout d'accompagner les petits et les moyens projets. Et donc, il y a environ 300 installations en région Centre Val-de-Loire qui font moins d'1 mégawatt. Donc, ce sont des petites chaufferies dédiées à un bâtiment ou à un petit réseau de chaleur et qui sont exploités par un tandem agents communaux ou entreprises de chauffage et qui sont formés dans leur exploitation par le CRER Nouvelle-Aquitaine, en l'occurrence de Renaud, qui est un expert en la matière. Donc, vous pouvez voir sur la carte du haut une perspective de la répartition des chaufferies sur le territoire régional. Donc, on a plusieurs entreprises qui interviennent en région, qui produisent soit pour les grosses chaufferies, avec des flux qui sont directs entre la forêt et la chaufferie, donc avec du bois humide, donc, qui correspond à la grande majorité des volumes, hein, et on le verra par la suite. Et puis, vous avez des plateformes, donc je vous ai représenté par les petits cercles verts sur la carte, donc qui sont nécessaires pour faire sécher le bois pour les petites chaudières. Donc les chaudières de moins d'1 mégawatt nécessitent absolument du bois sec et on va stocker environ 1 tonne par mètre carré. Donc ça représente beaucoup de foncier. Et donc, on a environ aujourd'hui 30 000 tonnes de bois dans la région qui sont stockées chaque année sous ces plateformes. Donc, qui sont soit des plateformes qui ont été construites à l'origine dans des scieries, par exemple, de plus en plus aujourd'hui chez les agriculteurs qui disposent de plus de place et de facilité à construire. Et donc ici, vous voyez un peu la répartition des chaufferies entre les chaufferies collectives, donc, qui sont des réseaux de chaleur ou des chaufferies qui sont mises en place dans des communes essentiellement, des chaufferies qui sont mises en place dans les entreprises et d'autres qui sont mises en place dans les entreprises du bois, qui sont des entreprises particulières parce qu'elles s'auto-approvisionnent avec leurs produits connexes. Donc, vous voyez un petit peu la répartition ici. Donc, on a des chaudières de très forte puissance. Donc, on a 11 chaudières qui font plus de 10 mégawatts, donc 10 000 kilowatts. Et puis, à l'inverse, des beaucoup plus petites, 180, qui font moins de 200 kilowatts. Donc, des chaudières vraiment de petite dimension qui se rapprochent finalement assez des chaudières individuelles qui peuvent chauffer des grandes maisons ou des petites fermes. Ici, vous voyez l'évolution de la consommation de bois plaquettes, hein. Donc, il n'y a pas le bois bûche dans cette évolution. Donc, on voit que la filière a démarré dans les années 90 à petite vitesse. C'était une période où l'énergie fossile était encore assez peu cher, on va dire. Et donc, on a eu une évolution, je ne sais pas si vous vous souvenez des années 2008-2009 avec un baril de pétrole hein, qui était à 150 dollars. On s'en rapproche aujourd'hui. Et la mise en place notamment du fonds chaleur de l'ADEME,
en 2008-2009 et également des appels d'offres de l'État, de la Commission de régulation de l'énergie, qui a permis de mettre en place des cogénérations, donc des unités de production à la fois de chaleur et d'électricité, notamment sur les communes d'Orléans et de Tours, donc sur des réseaux de chaleur existants, donc qui permettent qui ont permis de changer d'énergie et de produire également de l'électricité. Donc on voit qu'on a eu une grosse évolution à cette période et on s'est stabilisé depuis 8-10 ans avec une évolution plus faible. Et donc, on construit encore en nombre, donc c'est les histogrammes en nombre d'opérations qui sont plus importantes parce qu'on fait des petites chaufferies, mais en volume, on a une évolution beaucoup plus faible. Donc, pour finir, une petite estimation, parce que là encore, c'est pas facile d'avoir des chiffres extrêmement précis, mais pour vous donner les types de produits qui sont utilisés, on a ce qu'on appelle plaquettes forestières, donc qui sont des produits directement issus de la forêt, donc les éclaircies essentiellement qui sont transformées en plaquettes forestières. Donc là, c'est environ 250 000 tonnes par an. Les produits connexes, donc qui sont les produits, on va dire les épluchures, pour faire simple, de la première transformation du bois dans les scieries. Donc les produits connexes représentent environ 390 000 tonnes. Et puis les bois en fin de vie, ce sont les emballages de bois, et notamment les palettes, qui sont réparées au fur et à mesure et à un moment donné ne le peuvent plus et donc sont recyclés en énergie. On a une entreprise, par exemple, comme Burban Palette dans la région qui est assez significative dans ce domaine. Super, merci beaucoup Olivier. Avant que tu nous laisses, on a une question sur ta présentation de Olivier Rousseau qui demande sur quels critères choisissez-vous les arbres d'avenir? Euh, alors, je pense que Marine du CRPF saura mieux répondre que moi en termes de sylviculture. Euh, voilà, je te laisse peut-être, Marine, répondre. La question. Marine, si tu Oui, peux prendre la parole, merci. oui, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Oui, bah en fait ça dépend des peuplements déjà, mais enfin globalement c'est sur les critères de qualité du bois, donc en fonction du débouché qui est recherché, qui est principalement et majoritairement le bois d'œuvre, on va rechercher des arbres sans défaut, le plus droit possible. Enfin voilà. Après il y a des déclinaisons en fonction du niveau de qualité du bois en termes de débouché. Mais globalement, les arbres d'avenir, ils sont choisis pour voilà, optimiser les possibilités des arbres les plus qualitatifs de continuer leur développement. Je ne sais pas si ça répond très précisément, mais forcément, ça dépend aussi des essences d'arbres et du débouché qui est ciblé derrière. Merci Marine. Comme c'était pas forcément prévu d'avoir un temps d'échange à ce moment-là, je propose qu'on avance et ensuite on aura un temps de discussion prévu entre les deux prochaines interventions. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Merci, Daphné. Et maintenant, on va passer la parole à Nathalie. Si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous. Moi, je suis Nathalie Korolewski, directrice de recherche à INRAE, une unité écosystème forestier, qui est un village à l'est du département, sur Nogent-sur-Vernisson. Alors, on m'a demandé de vous parler de fertilité des sols. Alors, je pourrais effectivement discourir pas mal de temps là-dessus. Donc, le temps étant contraint, je vais me focaliser sur certains paramètres clés de la fertilité, en commençant par une définition de ce qu'est un sol ou des sols. Daphné? Voilà. Donc, on parle souvent du sol, mais en fait, il faut plutôt utiliser le terme les sols ou le sol avec un grand S, parce qu'il y a une grande diversité de sols, en termes de couleur évidemment, mais aussi de texture, structure et de propriétés qui en déclinent. Donc, les sols, c'est quoi?
euh, ou le sol avec un grand S, c'est une entité qui est naturelle, qui est superficielle de la croûte terrestre, c'est les premiers centimètres ou premiers mètres de cette croûte, qui est souvent meuble, d'épaisseur donc très variable, et qui résulte de la transformation au contact de différents éléments. Alors, l'atmosphère, l'hydrosphère, donc tout ce qui est nappe d'eau, ce qui est dessous la lithosphère, le matériau minéral, la roche-mère, et aussi tout ce qui est biologique et les êtres vivants qui interagissent par leur défécation, par la matière organique qu'ils vont déposer et qui vont co-construire l'ensemble, ce sol. On parle aussi dans la sphère scientifique, diapo suivante. On parle aussi dans la sphère scientifique de zones critiques parce que ces différents éléments, euh, dans ces premiers mètres du sol, sont énormément en interaction. Et de fait, c'est une zone très importante pour nous en termes de production, pour la vie, parce qu'elle est euh, source de biodiversité. Et donc, elle est nommée, cette continuité entre atmosphère et ces premiers mètres du sol, comme une zone critique. Le sol, ah non, reste 2 secondes. Le sol n'est pas qu'une matière minérale, même si c'est presque la moitié de ses constituants sur le petit diagramme de gauche, mais elle contient aussi de la matière organique qui a beau être qu'à 8% en moyenne, elle est extrêmement importante, on le verra tout à l'heure, et également tout ce qui va être de la porosité, donc des éléments, des trous plus ou moins grands, qui renferment soit de l'air, soit de l'eau, et on va voir que ça aussi, c'est important, cette proportion-là. Oui, suivant du coup. Alors, la fertilité du sol, on pense souvent, quand on parle de fertilité, à l'aspect chimique, c'est-à-dire la teneur en éléments qui sont disponibles et utilisés par les plantes. Mais il faut savoir que la fertilité du sol ne se tient pas qu'à ça, mais tient aussi à des aspects physiques et biologiques, et évidemment avec une composante d'interaction avec l'activité humaine hum, qui peuvent modifier des éléments de cette fertilité ou apporter de la fertilité à la structure, au sol en soi pour augmenter certaines propriétés. Donc la fertilité globale va dépendre de ces 3 paramètres et va dépendre des différents constituants du sol dont on va en parler maintenant plus précisément. Donc je vous ai dit que la fraction minérale était quasiment la moitié des fractions dans le sol et elle se définit comme euh, des- la, la granulométrie, la taille des éléments qui structurent ce sol. Donc on parle pour les éléments les plus grossiers de sable et pour les éléments les plus fins, l'argile avec en intermédiaire des limons qui sont de taille intermédiaire et toutes les combinaisons entre ces 3, sable, argile et limon, qui existent. Et nous, les scientifiques et pédologues, utilisent souvent des triangles de texture comme on a à gauche pour identifier quelle est la texture de notre sol. On a des cartes donc complètement à droite de l'écran. Certaines équipes proposent des cartes de texture pour à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle plus locale pour identifier la texture. Mais on peut, et la plupart des gens de terrain connaissent et arrivent à déterminer la texture au toucher avec le doigt. Merci. Alors, je ne vais pas détailler ce tableau, mais pour vous dire que la texture est très importante dans les différents aspects et propriétés du sol, par la stabilité et la structure, la cohésion entre les particules. Elle va être très importante dans la circulation de l'eau. On sait qu'un sol sableux est très drainant, retient peu l'eau. La porosité, la taille des pores et donc et la quantité d'eau et d'air que ce sol peut contenir. Et puis des éléments d'adsorption, c'est-à-dire de fixation des éléments minéraux, plus ou moins en association avec la matière organique, qui détermine la fertilité chimique de ce sol. Donc elle intervient à plusieurs paramètres très importants. Indirectement, elle intervient aussi pour
euh, pour la stabilité et la, la portance du sol. Et certains sols, donc ceux qui sont en rouge, ce sont la plupart du temps les sols limoneux, sont les sols les plus sensibles au passage des engins. Et donc, on parle de tassement. Quand un engin passe sur un sol, il va écraser les sols et les pores vont se réduire et, euh, et les sols les plus sensibles à cette compaction, ce tassement de sol, sont les sols limoneux, les sols caillouteux étant les moins sensibles. Ce tassement va impacter sur la circulation de l'eau et effectivement la quantité aussi d'air dans ces pores et donc la vie dans ce sol. Alors, l'eau est un autre élément particulièrement important. Donc, vous avez un petit schéma en bas avec des, des- des petites structures jaunes, c'est les éléments minéraux qui font des petits conglomérats. Et entre, c'est ce qui est la porosité. Donc la porosité, elle est soit pas remplie, c'est de l'air, ça sera blanc, soit elle est remplie d'eau et c'est le bleu. Donc si on a un sol qui est tout en bas, qui est sans eau, ou juste l'eau qui est euh, retenue autour de ces particules de sol, on a un sol très sec. Et si on a un sol sec, on va avoir une sécheresse. Si on a un sol avec un manque d'eau, la plante va ni absorber de l'eau, ni les nutriments qui sont dans la solution du sol. Donc, on a un problème de fertilité. À l'autre extrême, quand tous les pores sont gorgés d'eau, alors, sur certains sols, on peut avoir un ruissellement, ce qui permet d'enlever une partie de cette eau par ruissellement. Mais dans certains sols, notamment beaucoup des sols de notre région Centre-Val de Loire, ce sont des sols dits hydromorphes. Ils se gorgent d'eau, la porosité est remplie d'eau et de fait, il n'y a plus d'air. Non seulement la microfaune et la flore subissent des problèmes de survie, mais aussi les racines, les végétaux ont aussi besoin d'oxygène et les petites racines, les racines très fines qui sont euh, le siège de l'absorption de l'eau et des minéraux meurent pendant ces périodes d'immersion et il faut que la plante reconstitue l'ensemble de ses racines fines pour remobiliser l'eau et les minéraux quand elle en aura besoin. Donc, trop d'eau, c'est pas bon. Pas assez non plus, et ça limite la fertilité. Sachant que si l'eau comble tous les pores, l'air est exclu. Or, on a un seuil à peu près de 10% de volume d'air qui doit être indispensable pour la survie des organismes de ce sol et la vie des végétaux. Alors, je vous l'ai dit, les premiers à quoi on pense quand on parle de fertilité, c'est les éléments minéraux. Donc oui, il y a c'est nécessaire et on a des grilles de, de sol pauvre, enfin de niveau de nutriments pour définir un sol comme sol pauvre ou un sol suffisamment pourvu. Donc ça n'a rien de magique et c'est bien connu par les laboratoires d'analyse, par les pédologues, etc. Mais sur quoi je voulais insister, c'est la diapo d'après, où au-delà de simples éléments chimiques, les cycles biogéochimiques sont aussi très importants. Alors, quand on parle de cycle biogéochimique, on entend bio, on entend géo, on entend chimique, et ça réfère à différentes phases de ce cycle-là qui sont tous importants, mais d'importance différente en fonction des situations. Alors, la phase biochimique, c'est tous les apports qu'on va avoir par l'atmosphère, par les dépôts azotés, par les pluies qui amènent des particules, par la neige quand on en a, qui est aussi pourvue de poussière et de particules qui peuvent être riches plus ou moins en azote ou en phosphore. Mais il y a aussi ce départ par lixiviation, par lessivage de particules donc, qui peuvent entraîner soit de la matière, des éléments minéraux dans la solution du sol, soit des éléments, des particules de sol qui aussi peuvent partir de la parcelle, notamment quand les parcelles sont en pente et qui peuvent réduire la fertilité du sol, évidemment. La phase biochimique, c'est la phase à l'intérieur de l'arbre avec un recyclage interne, notamment les feuilles, quand elles sont
en voie de sénescence, il y a une remobilisation des nutriments de la feuille vers d'autres organes. Et cette phase-là est importante dans certains sols, notamment les sols peu fertiles. La phase biologique, qui est extrêmement importante dans les systèmes forestiers, c'est cette phase effectivement en rouge où on aura la litière, c'est-à-dire les feuilles et les aiguilles, les brindilles, les cônes, etc., qui tombent au sol, mais aussi les pluviolescivas, c'est-à-dire l'eau qui a traversé le feuillage, qui est très riche en nutriments, qui vont revenir au sol. Avec l'action des organismes du sol, ces éléments vont soit s'accumuler, soit s'incorporer, soit revenir à la solution du sol et de nouveau être assimilés par les plantes. Donc ces cycles-là ont des importances différentes selon les situations, selon la maturité de la forêt, selon la situation géographique et les apports extérieurs, la pente, pas la pente, et en situation de sol pauvre, qui est la plupart des sols forestiers et encore plus dans notre région, le cycle biochimique interne et surtout le cycle biologique a une importance cruciale pour le maintien de la fertilité du sol. Hum, Donc le sol en soi peut être peu fertile, mais la fertilité de l'écosystème est maintenue grâce à ces cycles, si tant est qu'ils ne sont pas rompus. Donc ce cycle-là, notamment le cycle qui permet de faire revenir la matière au sol, va produire de la matière, va faire que la matière organique s'accumule sur le sol. Donc on peut avoir des horizons, des couches de sol qui s'accumulent, ou on peut avoir une incorporation rapide de ces matières dans le sol. Ça dépendra de la qualité du sol, des espèces forestières qui sont par-dessus et des propriétés intrinsèques de la structure minérale du sol. Suivant. Alors, cette matière organique qui va être incorporée dans le sol provient de la production de la matière organique par le végétal qui absorbe les nutriments spécifiquement du sol ou en recyclage interne. Et avec le CO2, en faisant la photosynthèse, elle crée de la matière organique. Le tronc est le moins riche en éléments minéraux de tous les éléments de l'arbre. C'est un système conducteur principalement qui va donc transférer l'eau et les nutriments des racines vers les parties qui font la photosynthèse, les feuilles. Donc imaginez, c'est comme un gros tuyau en réalité et à part du carbone, il stocke extrêmement peu de nutriments et de minéraux. Les petites branches, elles ont une concentration environ 3 fois supérieure à ce tronc, notamment grâce à l'écorce qui est plus importante, et les feuilles jusqu'à 7 fois plus riches que le tronc. Donc, le retour de ces feuilles permet un recyclage de la matière organique qui est particulièrement important. Donc, quand les feuilles tombent au sol, voilà, ils vont s'accumuler, se décomposer et diapo suivante, permettre un recyclage de ces éléments, les rendre disponibles pour les organismes du sol et pour de nouveau l'absorption de l'eau et les nutriments par la plante. C'est l'action des micro-organismes, on verra tout à l'heure, qui décomposent ces matières et les lombriques qui permettent l'incorporation dans les différentes couches et plus en profondeur. Cette matière organique dans le sol, qu'elle soit en surface et encore plus quand elle est mélangée avec les couches minérales de sol, ont un rôle fondamental dans les propriétés des sols et la fertilité, parce qu'elle crée des complexes qu'on dit argilo-humiques qui permet la structuration des sols, leur stabilité, assure une porosité et qui permet du coup de retenir l'eau. Elle a aussi une action de tampon thermique pour éviter les extrêmes climatiques, notamment pour la régénération des semis, c'est très important, et pour la survie des graines. Elle est une source d'absorption des éléments minéraux et de régulation du pH fondamentale. Et ça permet de faire une certaine aération du sol, notamment quand on a des sols lourds, des sols argileux, et favorise du coup la vie et donc continue également à permettre une certaine richesse et fertilité du sol. Ce stock de carbone dans la forêt
on peut penser que c'est les arbres qui sont majoritaires parce que on voit de gros volumes, des gros troncs, mais il faut savoir que dans nos forêts, c'est à peu près moitié-moitié entre les arbres et le sol. Sachant que dans certains écosystèmes, si on a un sous-bois important, c'est loin d'être négligeable. On peut avoir dans cette plus de 10 à 15% de carbone qui est stocké dans les parties de sous-bois. Ça pourrait être la fougère, le, le jonc, les herbacées, qui meurent très régulièrement et qui retournent au sol et qui créent ce cycle vertueux pour la fertilité du sol. Tout le carbone n'est pas égaux, toutes les formes de carbone ne se valent pas. Et notamment, c'est le petit schéma qu'il y a tout en bas, alors qu'on ne voit pas, mais c'est pour vous dire simplement que plus le carbone est stocké en profondeur, alors là on est à 1 mètre, mais même dans les premiers centimètres, ça a une importance, plus ce carbone sera en profondeur dans le sol, plus il sera stable, donc moins il sera remobilisable et pourra se retransformer en en dioxyde de carbone et être participer au réchauffement climatique si on le mobilise. Le carbone qui est stocké dans la partie, dans l'humus, elle va être très facilement mobilisable, elle est labile, et quand on fera un travail du sol ou qu'on fait une coupe très importante, comme une coupe rase, ce carbone-là, il va très rapidement être décomposé par les organismes du sol, parce que tout un tas de processus, et donc est beaucoup moins stable. Et c'est un carbone qui est moins intéressant que les carbones dans le dépeuplement feuillu, par exemple, où c'est plus incorporé avec la profondeur. Si. Alors, cette incorporation et cette minéralisation de la matière organique se fait par l'activité des organismes du sol à différents niveaux. Diapo suivante, c'est juste pour l'introduction. Alors, on va dire des grands groupes selon leur taille, tout simplement. Donc, on en désigne la microflore par des organismes type bactéries, champignons, qui sont les premiers à agir sur la litière et la matière organique pour sa décomposition. La microfaune, on a notamment, certains connaissent le tardigrade qui a des euh, propriétés exceptionnelles de survie en conditions sèches et de gel, qui vit dans les mousses. La mésofaune, type cobalimbole et acarien, qui sont extrêmement importants dans la décomposition de la matière organique et les acariens sont un peu prédateurs, mais qui vivent dans les premiers décimètres du sol, centimètres, voire décimètres du sol. La macrofaune, alors on connaît un peu plus parce que c'est un peu plus gros, comme les coléoptères, tous les carabes, et évidemment les lombrics qui vont permettre le mélange de ces matières organiques avec les horizons plus profonds. Et évidemment les plantes qui créent également des pores qui vont fracturer, qui vont aérer, qui apportent leur matière organique et dont leurs racines est dans ces horizons de sol. En termes de nombre d'espèces, la vie dans le sol est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus d'individus dans une poignée de terre que sur 1 hectare de forêt ou même 10 hectares de forêt. Il y a énormément de vie dans une poignée de sol. Je ne vais pas vous le détailler, c'était juste pour vous dire ça. Mais également en termes de diversité, en termes d'espèces. La diversité des espèces dans le sol est extrêmement importante et plus grande que ce qu'on a en aérien dans une forêt. Donc, il y a cette biodiversité dans le sol et il y a la biodiversité également en surface du sol, dans le bois mort, et qui est importante pour la biodiversité de l'écosystème forestier, puisque 1 quart des espèces euh, forestiers ont besoin du bois mort à un moment donné de leur vie, soit en termes de ressources, soit en termes d'habitat. Et cette biodiversité, elle est donc diverse et différents groupes qui utilisent ce bois mort. Donc c'est le camembert à gauche, des vertébrés aux tout petits invertébrés. Et cette vie-là va aussi permettre la vie d'autres organismes qui, eux, n'ont pas besoin du bois mort directement, mais les organismes qui vivent du bois mort font partie de leur chaîne alimentaire et la présence de bois mort crée un réseau trophique très important
qui est, en termes de diversité, essentiel pour un écosystème forestier. Quand on parle de bois mort, on pense souvent aux grosses pièces de bois mort. Comme sur la photo il y a deux diapos, on pense aux gros troncs qui est au sol, on pense euh, aux chandelles qui sont des pièces debout, on pense aux arbres entiers avec des cavités, etc. Oui, c'est important, mais les petites brindilles et les petites pièces de bois mort sont aussi importants. Et il y a plusieurs études qui ont montré que les toutes petites pièces de bois mort peuvent abriter une certaine diversité et pas que des champignons, mais aussi des insectes. Et que ne pas laisser ou ne pas prendre en compte la biodiversité sur des pièces de diamètre plus petit que 5 centimètres, eh bien, on faisait une sous-estimation de la richesse spécifique de l'écosystème de ces bois morts de un quart. Donc, 24% de la richesse spécifique était non décomptée si on ne regardait pas ces petites pièces de bois mort. Donc, les grosses, mais les petites comptent aussi. Et surtout, il faut en voir en forêt. C'est bien de voir du bois mort en forêt. Alors, je ne pouvais pas terminer ma présentation sans un petit peu parler et faire un focus sur la région Centre-Val-de-Loire et les travaux qu'on a fait ces dernières années pour caractériser justement ces sols. Les sols de la région Centre-Val-de-Loire sont souvent des sols avec la présence d'un humus qui est plus ou moins épais. Donc, un humus très épais va être plutôt de type mort, où on va avoir peu d'incorporation de la matière organique dans les premiers décimètres du sol. En plus, souvent, on a un pH, donc une acidité du sol plus ou moins importante. Plus de la moitié des sols ont un pH inférieur à 5,5, sachant qu'un pH en dessous de 5, on a quasiment plus de vers de terre. Et on a des sols parfois qui sont à un pH d'équivalent de 3, ce qui est particulièrement acide. Et donc, la vie, forcément, est moins importante, l'activité de micro-organismes moins importante. Et donc, la fertilité, vous l'avez compris, est moins importante. On a beaucoup de sols également sableux. Tu reviens à la diapo précédente. Beaucoup de sols sont sableux, ce qui fait qu'on a une faible rétention de l'eau, mais aussi des nutriments. Donc, ces trois principaux critères font que nos sols, beaucoup de sols de notre région sont sensibles, sont déjà peu fertiles et sont sensibles à l'exportation de biomasse. Donc, la diapo suivante. Et à partir de ce constat, il y a des cartes qui ont été réalisées. Donc, il y a une carte à l'échelle France qui montre que la région Centre-Val-de-Loire, eh ben, elle est plutôt en rouge. Donc, elle est dans les sols qui sont sensibles, où on devrait laisser beaucoup de bois mort, le feuillage, pour permettre ce cycle de la matière organique, ce retour de nutriments au sol. Et quand on fait un focus sur la région centre, avec des critères que je viens de vous préciser, on a réussi à identifier les sols les plus sensibles et les sols les moins sensibles en se basant notamment sur le triangle des textures où on a, donc les sols les plus sableux sont forcément les plus sensibles, les sols argileux, eux, sont peu sensibles à l'exportation de la biomasse bois. Et donc, on a une cartographie un peu plus fine et on peut même zoomer un peu plus fin. Vous voyez qu'il y a quand même assez peu de vert. Localement, on en a, mais on a quand même pas mal d'orange, qui est donc un sol, on va dire, moyennement sensible. Alors, la gestion, forcément, a un impact sur la fertilité, sur les propriétés du sol que je viens de vous énoncer. On a tout un tas d'activités qui a un impact plus ou moins direct. Moi, je veux penser vous présenter rapidement ce qui est plus focus, donc diapo suivante, ce qui est plus focus avec l'exploitation du bois et le bois énergie. Donc, ce sera les éclaircies, coupes rases, intensité de prélèvement, etc., qui va impacter soit en termes de passage d'engins, en termes de fréquence, de lourdeur, soit en termes de quantité de bois mort qu'on a au sol et notamment les photos du bas. Donc avec le moins d'impact, avec un système extensif à gauche, avec l'extrême à droite, où on a un système intensif avec des coupes. Alors, des résineux et des coupes, le plus souvent, coupes rases. Et tout ce qu'il y a en intermédiaire, où on peut avoir une variété d'intensité, de quantité de coupes, de bois laissé au sol qui varie. Donc, qu'est-ce que la science? Qu'est-ce que
Ah, il y a une animation. Enlève les animations du coup. Ouais, mais tout. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de ces actions du forestier sur le carbone du sol et cette fertilité du sol? En termes d'éclaircie, on n'a pas d'effet net si l'éclaircie est bien menée et si la coupe ne dépasse pas 40% de la surface terrière. Il n'y a pas d'impact sur le carbone du sol. À, je regardais les questions en même temps. À l'autre extrême, les coupes rases, elles, si on sait que ça a un effet négatif et que ça perturbe non seulement le sol, parce qu'il y a souvent une action supplémentaire au sol qui est faite après la coupe. Donc la coupe euh, est néfaste parce qu'elle enlève beaucoup de matière organique, de carbone. Et parfois, ensuite, on fait des sous-sages, ça c'est pire. Et si on fait un travail de sol, c'est pas terrible non plus. Moins on perturbera le sol, mieux c'est. En termes de densité de peuplement, qu'on plante serré ou pas, ou ça, a priori, on a assez peu d'informations dessus. En tout cas, les seuls travaux qui ont été faits ne montraient pas d'effet spécifique de la densité d'arbres, donc la densité du peuplement forestier sur le carbone stocké du sol. Par contre, évidemment, ça a un impact sur le stockage de carbone aérien, puisqu'il y a moins d'arbres, il y a moins de stock sur pied. L'intensité des prélèvements, hors coupe rase, évidemment, peut avoir plutôt un impact négatif et plus l'intensité sera importante, notamment les coupes par arbre entier, quand on va jusqu'à prélever les fins, les fines branches, les brindilles, et encore plus quand on exporte les feuilles, ça va avoir un impact négatif sur le carbone du sol qui peut être exacerbé selon les prévisions climatiques avec la température qui augmente, ça augmente les activités du sol et donc la, la décomposition de la matière organique. Et ce qui est très important de savoir, c'est que l'intensité, la coupe qui aura un effet immédiat a un effet durable sur plus de 30 ans, même parfois 50, et pas avoir que si la coupe est mal faite, elle a été au-delà de ce que en soi le peuplement peut supporter, l'effet peut s'aggraver sur 10 et 30 ans suite à une seule coupe. Donc il est important de veiller à ce que la coupe soit bien réalisée pour ne pas accentuer l'effet sur les décennies suivantes. Sur la durée de la rotation, plus la rotation est longue, a priori, plus c'est intéressant pour le stockage en profondeur du sol. Mais il est important de prendre en compte l'histoire du peuplement, si c'est des forêts anciennes ou pas, ça peut varier sur les résultats. Alors l'essence, notamment le changement d'essence d'un résineux à un feuillu ou augmenter la diversité. Bon, il y a des études qui sont un peu controversées, mais globalement, ça a plutôt un effet positif quand globalement, c'est plutôt malgré tout positif, même si c'est pas systématique sur tous les sites et toutes les forêts, hein. Et notamment avoir des feuillus dans un peuplement, rajouter des feuillus d'un peuplement résiné ou au mélange permet d'avoir une quantité de carbone stable plus importante. Voilà, donc en résumé ou en conclusion, la fertilité d'un sol, je crois vous l'avoir fait comprendre, ne se résume pas à seulement sa richesse en éléments minéraux et qu'il faut prendre en compte la composante chimique, certes, mais aussi physique et biologique, et les interactions qui s'opèrent entre ces différentes phases. La région Centre-Val de Loire a des sols majoritairement sensibles, donc il faut être vigilant. Et la gestion forestière peut influer sur la préservation, l'amélioration et le déclin de la fertilité du sol, mais aussi sa préservation, hein, pas que le déclin. Donc, elle a un rôle important. Elle peut, euh, qui va vous être présenté dans dans les diaporamas suivants. Et sachez qu'il existe des guides
qui ont été créés, soit pour le tassement, Practisol, peut-être que mon collègue en parlera tout à l'heure, ou des guides de l'ADEME pour le maintien de la fertilité du sol lors d'exploitation pour le bois énergie. Et il y a des outils numériques qu'on a également développés spécifiques à la région centre pour aider les propriétaires et les gestionnaires à mieux connaître leur sol et à pratiquer les coupes et les gestions forestières les plus précautionneuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. On a quelques questions qui ont été présentées dans le chat. On va en prendre deux et puis ensuite on va enchaîner et on prendra les dernières questions dans le temps prévu à la fin du webinaire pour essayer de rester dans les temps, si tu veux. C'est trop longue, donc. Un tout petit Dis- peu. Est-ce que on a une question de Emmanuel Charonnet qui demande les prairies stockent-elles plus de carbone que les forêts? Et si oui, pourquoi? Non, les prairies sont. Alors, c'est une diapo que j'ai pas montrée. Les prairies sont juste en dessous des forêts. Donc, elles sont importantes, bien plus que les systèmes agricoles, mais légèrement moins, parce qu'il y a moins d'incorporation dans le sol, il y a euh, la stabilité du carbone est certainement moins importante, mais elles sont riches en carbone, comme cela dit, mais juste en dessous des forêts. Avez-vous des seuils maximum d'exportation de biomasse à recommander? Oui, alors, euh, donc c'est au niveau national. Lorsque notre sol est caractérisé comme un sol sensible, euh, les menus bois, donc les brindilles inférieures à 7 cm de diamètre, ne doivent pas être exportés. Quand les sols sont moyennement sensibles, c'est 30% des menus bois qui doivent être restés. Après, ça c'est pour les menus bois. Pour les volumes totaux à exporter, il n'y a pas de seuil en soi parce que ça dépend de ce qu'il y a dans le sol et du volume qui est exporté. Et pour ça, on a un outil qu'on a développé en interne pour calculer justement le seuil maximal que votre sol dans la région pourrait supporter pour préserver la fertilité du sol. Donc ça il n'y a pas de seuil fixe parce que ça dépend de la quantité des espèces, donc de l'âge des peuplements que vous exploitez, si vous exploitez que le bois fort ou les brindilles, et de ce que vous avez dans le sol et ce que vous avez aussi comme sous-bois et sous-étage. Donc il n'y a pas de seuil globaux, il faut voir au cas par cas. Mais on a des outils pour vous aider. J'ai mis dans le chat le lien vers Défi Fort Bois, les outils, Super. pour que vous puissiez aller voir. Et en lien avec la première question vis-à-vis des prairies, est-ce que entre haies et forêts, qu'est-ce qui est le plus qui stocke le plus de carbone? Enfin, dans Alors, la dans, hiérarchie. Alors, dans le sol, ça va être à peu près pareil. Dans l'aérien, forcément, la forêt a plus de gros bois, donc va Mm. stocker plus. C'est une question. Alors, plus la forêt, globalement, si je fais très simple, plus la forêt a d'étagement, plus elle est complexe, plus il y a de richesse, de diversité, plus elle va stocker. Voilà. Ça, c'est en vraiment extrêmement simple, hein. Oui. Notre collègue pourrait dire et me contredire, mais pour faire simple, ce serait ça. Très bien. Je vous propose qu'on passe à la prochaine présentation. Et puis, les questions qui n'ont pas été traitées là seront traitées juste à la fin de vos deux présentations. À toi, Nathalie, merci. Et puis maintenant, j'accueille donc Jonathan Grenier du FCBA et je partage tout de suite mon écran. Oui, Hop là. Hop, c'est alors parti. je sais pas. Ouais, l'écran arrive, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, Jonathan Grenier, je travaille à l'Institut technologique FCBA. Donc, on est souvent en partenaire avec l'INRAE sur ces questions de récolte biomasse et impact de cette récolte. Le FCBA intervient davantage sur des questions d'opérationnalité, de faisabilité technique et économique. Quand l'INRAE va être sur la connaissance vraiment du phénomène, de la biologie du cycle biogéochimique qu'a présenté Nathalie. Donc sur cette présentation, je vais commencer par un petit historique, en tout cas contexte du bois énergie. Tout à l'heure, Olivier en a parlé. C'était pour resituer en fait, l'évolution de la pratique de récolte sur arbre entier pour le bois énergie. Et donc historiquement, on se chauffait avec du bois bûche. C'était du bois, en tout cas, on façonnait l'arbre, on laissait du bois, en tout cas, on ne récoltait pas les fins branchages et les feuilles
pour alimenter nos chaudières, ou en tout cas nos foyers. Et ensuite, au début des années 2000, donc, il y a eu un petit essor de cette débouchée bois énergie avec la production de plaquettes forestières pour alimenter des chaufferies collectives et industrielles, notamment par des encouragements avec un plan bois énergie qui a été lancé par l'ADEME et les ministères. Et ensuite, on a eu d'autres phénomènes qui ont incité et qui ont amené l'évolution, en tout cas l'essor de l'utilisation du bois énergie sous forme de plaquettes forestières pour des utilisations dans des chaufferies industrielles et collectives. Tout à l'heure, Olivier en a parlé, mais le prix du pétrole dans les années 2000 qui a explosé, ensuite des aides apportées, donc le fonds chaleur, le plus connu, pour l'installation de ce type d'usine. Et ensuite, on a eu une accalmie fin des années 2010 avec un prix notamment du gaz, hein, plus que le prix du pétrole qui a à nouveau diminué. Donc le bois énergie était devenu un peu moins concurrentiel, en tout cas un peu moins intéressant. Donc certains industriels se sont portés sur le gaz, mais ensuite là, alors là, j'ai pas le graphique actualisé avec les années jusqu'à 2023-2024. Mais les années Covid, en tout cas la crise Covid et ensuite le conflit entre Ukraine et Russie a fait en sorte que l'utilisation du bois énergie avec les plaquettes forestières est repartie en hausse. Et chaque année, donc depuis 2020, on avait une augmentation de 10% chaque année de consommation de plaquettes forestières au niveau national. Donc là, on a eu plusieurs évolutions, mais voilà, vraiment depuis les années 2000, un intérêt pour ce produit-là. Et pourquoi du coup la plaquette forestière et pourquoi la récolte à branchier? Donc historiquement, je vous ai dit, c'était du bois qui était bionné, branché pour des utilisations dans de petits foyers. Avec le développement en tout cas, ce système, de ces chaufferies collectives donc de grosse capacité, pour concurrencer et parce qu'on avait cette énergie renouvelable, pour avoir une souveraineté énergétique. Donc on a utilisé ce produit-là. Et pour être concurrentiel, la récolte, c'est penché vers la récolte arbre entier, où non, là, on n'avait pas de bionnage, on n'avait pas de façonnage de l'arbre, on récoltait arbre entier. Et donc, on s'est penché vers cette utilisation, enfin, vers ce produit qui coûtait moins cher et qui permettait de concurrencer le gaz et le pétrole. Donc, Nathalie en a montré aussi. Donc, la difficulté de la récolte arbre entier, c'est qu'on va récolter donc ces fins branchages, ces feuilles, en tout cas quand on a des logistiques et des qui est un peu contraignantes par moment. Et donc il y a des risques, voilà, des impacts sur notre forêt, de perte de fertilité. Donc on est sur des risques. Ce n'est pas toutes les coupes qui sont concernées, mais voilà, il fallait qu'on accompagne les acteurs de la filière bois énergie pour limiter ces risques et faire en sorte qu'on ait une récolte du bois raisonnée et en tout cas le plus durable possible. Donc, en 2006, premier guide qui est paru pour accompagner les acteurs. Donc, on était en plein boom là du prix du gaz. Donc, on était vraiment le début de l'essor de la plaquette forestière. Et ce guide a permis aux acteurs d'avoir quelques outils, quelques recommandations sur la quantité, la fréquence de récolte du bois énergie et déjà savoir est-ce que votre forêt sur laquelle la coupe sera faite est sensible ou pas. On a pu voir en Centre-Val de Loire, en raison des stations, donc à des sols et climats, les sols sont dans l'ensemble sensibles. Mais si on est sur des plateaux calcaires, la sensibilité est beaucoup plus faible. Et donc, voilà, on aura des recommandations différentes en fonction des contextes. Donc, ce guide s'est principalement penché sur la question de la texture. En tout cas, les deux portes d'entrée, c'était la texture du sol et type d'humus, et ainsi que également le pH. Donc, pour la diapo suivante. Alors là, je vous extrais juste une recommandation de ce guide pratique. Et les trois points d'action, c'était principalement le ressuyage, donc laisser un certain temps les produits de coupe sur parcelle pour faire en sorte que au moins le feuillage retombe sur la parcelle. On a pu voir que le feuillage a une forte concentration en éléments minéraux. Et également avec le séchage et ensuite avec la manipulation, notamment avec le porteur, certains bris de branches se feront et donc on aura une quantité suffisante de branches qui pourraient rester sur la parcelle. Après, dans les recommandations émises également à cette époque-là, on avait donc la quantité de récolte à effectuer dans la vie d'un peuplement.
Donc, on pouvait se permettre de faire 1 à 2 récoltes, c'était dans les recommandations émises, pour éviter de faire trop d'exports sur la vie, de vie complète d'un peuplement et que le système pouvait compenser la perte que le peuplement a subie lors de la coupe. Et également, une troisième recommandation, c'était l'apport de fertilisation pour compenser également les pertes. Donc, c'était voilà, ces 3 volets, ces 3 actions qui étaient identifiées. Mais la difficulté de ces recommandations, c'est que ça demandait de connaître les actions passées à long terme sur les parcelles concernées par les coupes. Et ce qui était très compliqué, notamment sur de la forêt privée, où les propriétaires peuvent changer régulièrement, où les gestionnaires notamment aussi changent, où on peut faire une coupe avec un exploitant, mais la coupe suivante solliciter un nouvel exploitant, donc on n'a aucune trace des coupes passées. Donc ces recommandations qui se basent sur l'avis d'un peuplement étaient difficilement applicables, ou en tout cas voilà, dans beaucoup de contextes, était infaisable. Donc la question s'était penchée de reprendre ces recommandations et d'adapter et de trouver de nouvelles formulations pour les rendre applicables, notamment sur la forêt privée où on ne sait pas ce qui s'est passé même 5 ans ou 10 ans avant. Donc avant de reprendre ces recommandations, il a fallu quand même compléter un petit peu la connaissance scientifique. Le guide s'est basé quand même sur une bonne bibliographie et sur des retours empiriques, mais il y avait encore quelques petits manques de connaissances, en tout cas quelques euh, analyse, en tout cas, capacité d'analyse sur le terrain par tout opérateur qui manquait. Donc, un des projets marquants, et dont Nathalie a présenté aussi également la carte, j'ai différentes couleurs sur la carte, mais les résultats sont les mêmes, hein. Donc, l'un des projets marquants, c'est le projet Insensé, donc coordonné par l'INRA et ONF. L'objectif a été d'identifier 5 clés d'entrée. Donc, on arrive sur une parcelle, on essaie de savoir quels sont les 5 facteurs qui vont jouer sur la sensibilité de votre sol à l'export de menu bois, à l'export de la biomasse. Donc, on avait les prospections, les profondeurs prospectables, on avait les formes d'humus, la grande région des sylvo-écorégions. Donc voilà, c'est différents éléments. Et grâce à ces 5 clés d'entrée, on arrivait à déterminer quelle est la sensibilité de votre forêt. Et ensuite, on a reparlé également des 5 éléments minéraux principaux sur lesquels, voilà, qui sont indicateurs, qui sont des bons proxys de la sensibilité de votre forêt. Vous avez le calcium, magnésium, potassium, phosphate et azote. Et on regarde ces 5 éléments et on vous dit si ils sont tous sensibles, plus ou moins. Voilà, donc ça va nous amener à des sensibilités faibles, moyennes ou fortes. 3 critères de sensibilité. Et sur la petite carte, on peut voir la Sologne et la région Centre-Val de Loire, quasiment tout est en rose, ce qui veut dire une sensibilité forte. À l'inverse des plateaux calcaires de Lorraine ou du Jura, où là, on est sur les sols qui ont une capacité, une quantité d'éléments dans le sol qui sont importantes. Et donc là, les questions de recommandation vont moins être importantes. Oui, je vois qu'il y a une animation également. Je pense qu'il y a 2 diapos encore à passer. Il y a 4 petits encarts qui vont apparaître. Voilà. Et donc, ce projet insensé, l'objectif, c'est de fournir aux gestionnaires, à tout opérateur terrain, un outil facile pour identifier la sensibilité de votre forêt. Alors, pas seulement du coup à l'export de biomasse et du coup de menu bois, mais également aux sensibilités au tassement, à l'érosion et également pour connaître la réserve en eau utilisable du sol. Donc là, on va se concentrer sur la partie export des nutriments et donc l'outil Forevan. Donc, je vous encourage à utiliser l'outil Forevan parce que plus vous allez renseigner d'informations dans cet outil, plus on va avoir de quantité d'informations pour pouvoir alimenter et continuer à améliorer l'outil. Donc c'est on va dire un outil participatif. Donc je vous encourage à l'utiliser. Donc il a une puissance de calcul assez importante et donc ça vous permet de déterminer vos sensibilités dans vos forêts en fonction des. Voilà, on a parlé des différents critères d'entrée identifiés juste avant. Donc maintenant, vous avez votre sensibilité de votre forêt. La question, c'est comment j'adapte ma récolte de bois énergie? Parce qu'on a pu voir que le bois énergie a vraiment un intérêt national parce que c'est une ressource renouvelable d'énergie.
c'est un produit concurrentiel qui permet de limiter l'utilisation de gaz, pétrole. Donc, on a un besoin de ce produit-là. Mais comment faire pour que l'impact sur nos forêts soit le plus limité, en tout cas réduit possible? Donc, on a repris les recommandations du guide en 2006 qui pouvaient bloquer sur certaines forêts où on n'avait pas l'historique des opérations. Et donc, Nathalie en a parlé, et les conclusions, c'était d'identifier une quantité de menu bois exportable par coupe. Donc, les préconisations, c'est quand on est sur une sensibilité forte ou avec des aires de protection à statut fort, la recommandation, c'était pas d'export de menu bois. Et après, pour les autres contextes, on pouvait se limiter on pouvait laisser 10, 20, 30% des menus bois. C'était la recommandation pour qu'on puisse avoir une fertilité qui soit le moins impactée à long terme. Mais il y a toujours cette problématique de comment faire pour laisser ces 10, 20, 30% alors qu'on utilise des matériels qui ne sont pas en capacité de prendre des mesures. Donc on parlera, alors quand on fait du billon, du bois d'œuvre, on va utiliser des machines de bûcheronnage qui ont une capacité de mesure. Quand on va faire du bois énergie, arbre entier, on est obligé d'utiliser, vu que la débouchée est peu rémunérée, on va être obligé d'utiliser des engins plus rustiques, plus robustes et qui n'ont pas de capacité de mesure. Et donc, on ne peut pas savoir si on a laissé 10, 20, 30%. Donc, on parlera de cisailles et des pelles avec des disques. Donc, eux, à part juste couper au pied, ils ne pourront pas façonner l'arbre. Donc, là, on est encore sur une contrainte de comment faire. Et donc, c'est là où on continue à travailler avec des projets qui ont pris la suite de ces recommandations. Donc, un de ces projets est le projet Tamobium, toujours financé par l'ADEME. C'est le financeur qui nous suit depuis le début sur ces questions de récolte bois énergie. Donc, on a pu suivre une dizaine de chantiers où on a mis en place une modalité de récolte du bois énergie. Donc, la principale recommandation mise en place, c'était épointer les arbres. Donc, nos outils, donc nos cisailles, nos pelles avec disque, ne permettent pas de façonner l'arbre et d'avoir des mesures, mais au moins on peut demander de mettre au moins un petit coup de cisaille, un petit coup de disque au niveau de la tête des tiges qui seront récoltées. Certes, le conducteur de l'engin, lui, ne sait pas la quantité qu'il laisse, précisément la quantité qu'il laisse, mais ce projet, avec l'INRA et FCBA, on est revenu sur ces chantiers pour mesurer la quantité de bois laissé au sol et voir si ces opérations-là, qui demandent plus de temps, donc qui vont avoir un coût supplémentaire, est-ce qu'elles permettent de répondre à ces recommandations? Alors, le projet, on a identifié une dizaine de chantiers. Alors, la conclusion, c'est qu'on n'a pas encore dit que c'était pas suffisant pour couvrir l'hétérogénéité des types de coupes, parce qu'on avait, en fonction des essences, en fonction des types de récoltes, en fonction des engins également, on avait beaucoup trop de critères de variabilité, et 10, c'était pas suffisant, 10 suivis, c'était pas suffisant. Donc, on était encore, on avait bien progressé déjà sur la question, mais on n'a pas pu entièrement répondre à l'objectif de départ. Est-ce qu'on a une méthodologie qui permet de laisser suffisamment de menus bois au sol? Et ensuite, l'autre conclusion qu'on a eue et enseignement, c'est le ruissillage, la chose qu'on pensait le plus efficace, en tout cas suffisamment efficace pour laisser une bonne quantité de menus bois au sol, ben, ne s'est pas avéré si systématique. En tout cas, le résultat n'est pas systématique. On a eu des ressouillages à 6, 9 mois où les feuilles étaient toujours sur les branchages. Et il y avait beaucoup trop de facteurs en fait, qui rentraient en jeu pour se dire que à partir de 3 mois, c'est sûr, on est bon, on a le feuillage qui retombe et les branchages aussi. C'était pas systématique, donc on ne peut pas compter que sur le récillage. Il faut absolument qu'on ait une modalité de récolte qui permet d'avoir un semblant de façonnage pour faire retomber les menus bois au sol. Alors, le ruissellage, pour le coup, quand même, il faut toujours le faire. Enfin, il faut toujours le mettre en place. Il sera toujours, au pire, il sera bénéfique. Mais s'il n'a pas d'effet, au moins, on aura eu on aura essayé. Voilà. Là, je vous montre des photos d'un des chantiers. Donc, à gauche, vous avez la récolte arbre entier. À droite, les pointages, donc la même phase modalité dont je vous parle. Donc, c'est les deux images d'en bas où on est passé. Donc là, la coupe a été réalisée. Donc, le bois est sorti et est déjà en chaufferie. Et on peut voir sur l'image de gauche, bon, il y a plus beaucoup il y a plus grand-chose qui reste au sol, même si on voit encore pas mal de petits brindilles de branches voilà, qui traînent. À droite, par contre, on voit vraiment des tas un peu plus conséquents.
sur les zones où les zones de coupe. Visuellement, on voit une différence. Le problème, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés d'hétérogénéité des coupes qui sont un peu trop larges. On n'a pas réussi à généraliser nos résultats. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas, avec les 10 chantiers, on n'a pas pu conclure qu'on laissait une grande quantité de menu bois ou pas. Visuellement, ça se voit, mais dans nos relevés, on n'a pas réussi à l'identifier. Donc, il faut qu'on continue encore à faire des suivis. Il faut progresser encore sur cette question. Parce qu'on voit que visuellement, il y a un effet, mais il faut maintenant le chiffrer plus précisément. Donc, on a encore un nouveau dossier, un nouveau projet. C'est vraiment une question sur du long temps, hein. C'est vraiment des suivis qui peuvent être un peu lourds à mettre en place. Et donc, aujourd'hui, on est encore sur une nouvelle édition de suivi, donc avec le projet Gold, toujours financé par l'ADEME. On s'est focalisé toujours sur la modalité des pointages, donc faire en sorte d'avoir un petit coup de disque ou de cisaille au niveau de la tête de chaque arbre qu'on récolte. Donc on va mettre en place 5 suivis fins. Donc quand je dis fin, c'est avec des mesures effectuées par FCBA et l'INRAE pour mesurer, on pèse vraiment les morceaux. Donc on a des résultats le plus complets possible. Et ensuite, pour couvrir, je vous ai parlé de l'hétérogénéité des coupes, on va simplifier nos protocoles, nos façons de mesurer ces branchages au sol. Et on va solliciter maintenant les opérateurs économiques. On leur a fourni ce protocole simplifié qu'ils pourront mettre en place lors de leur chantier. Et ensuite, pour faire une plus grande quantité de suivre une plus grande quantité de chantiers, et cette fois s'extraire de cette fameuse hétérogénéité et avoir une représentation plus globale de chantiers. Et donc, on a 35 nouveaux chantiers qu'on va mener pour réussir à avoir des données sur une plus grande image de la forêt française. Et également, le dernier objectif de ce projet, alors c'est bien de pouvoir mettre en place ces mesures avec des instituts de recherche. Mais l'objectif, c'est que aussi chaque acteur de la filière puisse mesurer sa quantité de menu bois au sol dans son travail quotidien, sur chacun de ses chantiers. Donc, on réfléchit également et on va proposer à la fin de ce projet aussi un protocole, une méthodologie de contrôle qui permettra de mesurer la quantité de menu bois laissé au sol en 1, 2 heures. Enfin, c'est l'objectif qu'on se fixe, de pouvoir faire une mesure en 1, 2 heures, donc réalisable par tout opérateur. Donc, c'est l'objectif de ce dossier, de ce projet. Donc, voilà, la conclusion, c'est on n'a pas encore de préconisation évidente, ou en tout cas de façon de faire qui permet aux opérateurs d'avoir une récolte qui tient la route économiquement, parce que c'est aussi la question, c'est que le bois énergie a son intérêt, mais il faut que derrière, il faut que ce soit quand même toujours économiquement viable. Et donc ça nous demande, ça va prendre du temps encore pour mesurer tous ces suivis et valider ou pas ces modalités de récolte que nous préconisons. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais arrêter le partage et on va pouvoir passer à des questions. Alors, si je retourne dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Donc, je regarde plus en détail dans le chat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole si vous le souhaitez. Alors, je vois une question sur l'adoption du Foreval. J'ai pas de retour parce que je ne suis pas dans l'équipe qui gère l'application. Alors, je ne pourrais pas répondre sur ce point-là. Je ne sais pas si Nathalie, de ton côté, tu suis un peu les. Alors, j'ai répondu dans le chat que Ah, je sais pardon, que excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. Que je savais réponse spatiale, que je savais que l'ONF l'avait déployé dans toutes ces structures, dans tout le territoire, mais ça demande une certaine formation et que en termes de forêt privée et tous les acteurs du privé, je n'ai aucune idée et je pense que c'est assez peu utilisé parce que c'est malgré tout. L'entrée est pas si simple que ça. Faut définir notamment les matières organiques. C'est pour ça que alors nous, dans un projet Défi Fort Bois, on a repris, on l'a développé en même temps que Foreval, mais on l'a focalisé sur la région centre et on s'est aperçu qu'il y a certains critères qui sont valables pour la France entière, sur lesquels on peut ne pas les prendre parce que on est dans une zone plus
plus ciblé et qui n'avait pas lieu d'être. En fait, c'était pas, ça apportait rien de plus. Et donc, on a fait un outil qui est plus simple pour déterminer la sensibilité de son propre sol, qui est l'outil d'Ifi4Bois, qui n'est pas non plus déployé, mais qui a vocation à l'être. Enfin, en tout cas, vous pouvez, enfin, les prix FFCBA, CNPF peut se l'approprier ou un propriétaire privé peut très facilement l'utiliser. Il n'y a aucun souci. On peut vous donner également faire des formations s'il y a besoin, mais c'est beaucoup plus simple. Ça demande que la texture, notamment pour la sensibilité. Mhm. Merci. Alors, il y avait une question sur les recommandations de laisser sécher le bois. Alors, tu en as parlé, Nathalie. Laisser sécher le bois en bord de parcelle pour que les feuilles tombent. Ah, ça, j'ai Euh, répondu, vaut mieux que ce soit dans la parcelle. Mhm. Cela dit, pour des raisons pratiques et ça, c'est pas moi qui peux dire, mais pour des raisons pratiques, c'est pas toujours facile à réaliser, et c'est pour ça que vous le sortez, mais le mieux, ce serait de le laisser effectivement dans la parcelle, au moins 6 mois. Mais effectivement, c'est encore mieux de le couper, d'avoir des pratiques, Mhm. comme tu as dit. Ah, du coup, dans le projet qu'on est en train nos projets Gold là, qu'on est en train de réaliser, je vous ai évité certains volets, je vous ai pas parlé de certains volets, mais on a également relancé l'Observatoire des pratiques de bois énergie. Et cette question du ressuyage a été questionnée. Et la pratique du ressuyage est quasi totalement, enfin, est pratiquée quasiment partout. On est à 90% de réalisation de découpe bois énergie où on met en place du ressuyage. Par contre, on n'a pas pu affiner le questionnaire et on ne sait pas la durée de ce ressuyage. Mais en tout cas, sur 90% des coupes de bois énergie, le ressuyage est mis en place. Oui, oui, ça Sur parcelle. c'est vrai que c'est fait. Quand on avait fait des bois, malheureusement, c'était majoritairement ou quasi 100% un mois, environ un mois, Mhm. qui était réalisé, ce qui est trop court. Et c'est la difficulté aussi. Alors, c'est vrai que le bois énergie se retrouve souvent entre un peu le marteau et l'enclume, entre des problématiques économiques et aussi de logistique. Et le bois énergie, on en a besoin surtout en hiver pour les installations thermiques. Et ça nous demande de faire une coupe en été pour avoir un bois qui est prêt bord de route à l'automne et prêt à être broyé et à être envoyé en chaufferie. Donc on a déjà cette problématique d'avoir des arbres encore en feuilles. Et ensuite, quand on arrive à l'automne, on va avoir des sols moins importants. Donc on va un peu voilà, la période la plus pratique pour avoir une coupe bois énergie, ça va être en été. Et quand on arrive à l'automne, on n'a pas tout le temps un ressuyage suffisamment long pour, euh, pour voilà, avoir ce retour en forêt. Et donc, il y a aussi ces problèmes de logistique qui nous contraint des fois à ne pas pouvoir mettre en place un ressuyage aussi long qu'on souhaiterait. Alors ensuite, il y a des questions. Les pratiques sont importantes, mais y a-t-il des outils de régulation de normes et de contrôle? Donc là, Nathalie, tu avais mis dans le chat qu'il y avait les labels PEFC, FSC. La plupart sont des recommandations. Et du coup, on va parler ensuite de la charte bois, énergie et biodiversité qu'on co-anime avec FIBOIS pour faire le point sur ce qui existe, se mettre d'accord entre nous pour identifier les éléments qui soient les plus consensuels, on va dire, pour qu'on puisse faire évoluer les pratiques. Après, il y avait une question, le bois énergie est-il un moyen de l'entretien forestier? N'est-il un moyen de l'entretien forestier un facteur de la dynamisation sylvicole? N'est-ce pas d'autant plus pertinent que nous sommes dans une période de mutation de nos espaces forestiers? Alors si pour le coup, oui, c'est vrai que le bois énergie, on l'identifie tout le temps comme un moyen d'une valorisation de bois d'œuvre. Ça va être un produit qu'on va récolter au moment de l'ouverture de cloisonnement, des premières éclaircies, où on n'aurait toujours pas de débouché plus autre que bois énergie, donc débouché pour du billon en bois industrie ou autre. Donc ce débouché-là permet une valorisation à terme bois d'œuvre. Donc oui, ça fait partie de ce terme d'entretien forestier. Très bien. Ensuite, on a des éléments suivants. Le rôle du sylvopastoralisme pour optimiser l'effet de lisière et apporter de la matière organique au sol. Qu'en est-il de cette pratique-là? Et après, il y a une deuxième question. Le rôle de la mégafaune qui habite et se nourrit des bois avec les déjections, mais grignote les jeunes écorces. Un bilan dans les bois chassés, moins chassés. Est-ce que vous avez pu avoir
mettre en perspective des éléments par rapport à Alors, ça. je peux déjà poser une question aux collègues. Le sylvopastoralisme, est-ce que c'est vraiment développé dans la région? Je peux peut-être amener des éléments. Aujourd'hui, pas vraiment. Ça fait pas partie des itinéraires techniques qui sont ouverts dans le cadre du schéma régional de gestion sylvicole. Il y a des cas un peu particuliers de sylvopastoralisme sous peuplerais, qui est considéré un petit peu comme l'entre-deux entre l'agricole et le forestier. Mais aujourd'hui, il y a très peu de développement sur le sylvopastoralisme en région. Ouais. On en a pas. Euh, Est-ce que ça apporterait plus de matière organique parce qu'il y a un effet lisière? Non, parce que c'est dans la forêt qu'il y a le plus de matière organique de toute façon. Donc, ça serait pas pour l'aspect forêt, pour l'aspect agricole. Augmente effectivement potentiellement l'incorporation, mais pas plus. Alors, pour la mégafaune, alors oui, elle euh, frotte ses bois sur les écorces ou on peut en manger. Ça impacte surtout la dynamique du sous-bois et la régénération, pas tant le stock de carbone. À la présence de carbone du sol avec et sans les ongulés, euh, ça va surtout impacter un peu le tassement du sol, la présence de sous-bois, et donc plutôt le cycle. Un peu forcément ce stock dans le sous-bois, j'ai dit que ça pouvait atteindre 10-15%, donc ça reste significatif, mais ça réduit pas à zéro ce sous-bois. Mais ça va plutôt sur le recyclage, qui va être un peu modifié au lieu d'être sous-bois qui fait des feuilles et qui retombe au sol. La faune va s'alimenter à l'extérieur, souvent dans des prairies, etc., et va déféquer à l'intérieur, ce qui enrichit en général la forêt par les urines et les fécès. Mais à contrario, il y a des activités des ongulés qui impactent négativement le sol, comme le tassement, qui contrecarre ces effets positifs. Donc, on fait des études là-dessus. C'est en système boréaux, on connaît, en système savane, on connaît, en système tempéré, c'est beaucoup plus variable. Les effets vont dépendre de la composition de la forêt en question et notamment du sous-bois. Merci. Je remonte un peu dans le fil des questions. Il y avait une question par rapport au poids des véhicules. Y a-t-il une limite de poids pour les sols sensibles? Alors, sur les sols sensibles, la plus grande info à regarder, ça va être l'humidité de votre sol. Quasiment, peu importe la texture et la sensibilité de votre sol, si votre sol est sec, on peut considérer qu'il est portant. Et ensuite, on a pu identifier, donc on a fait des suivis avec FCBA on prend différentes typologies d'engins. On va prendre avec trois tailles de porteurs, un petit, un moyen, un gros. On va regarder sur des sols sensibles, donc des sols limoneux avec on va dire, une humidité fraîche. On était quand même sur des sols, voilà, on était frais et humides sur le moment des suivis. Et la taille d'engin n'a pas eu enfin, les plus gros engins n'ont pas ceux qui ont le plus marqué les sols. En fait, parce qu'ils vont moins passer, ils vont avoir une optimisation de leur déplacement. Et donc, on n'a pas eu de réelle conclusion sur les gros engins ont plus marqué les cloisonnements. C'est pas une conclusion qu'on peut apporter. La seule info moi que je peux mentionner, c'est dans une récolte de bois d'une récolte qu'on soit à bois énergie ou peu importe le type de produit, il faut respecter les cloisonnements, ne pas circuler, ne pas divaguer dans une forêt. Et déjà, si on respecte cette notion-là, on a déjà bien agi. En tout cas, on a préservé au maximum possible la fertilité de nos forêts. Et ensuite, bah, c'est regarder l'humidité. Si vous avez une humidité un peu forte, que vous ayez un petit engin ou un gros engin, il y a des grandes chances que ça marque. Et il y a une question subsidiaire dans le chat. De toute façon, les engins n'ont pas intérêt à pratiquer sur sol gorgé d'eau, puisque de toute façon, ensuite, le matériel s'enlise et après, c'est très problématique pour les prestataires. Donc, au final, d'eux-mêmes, ils ne vont pas sur les sols gorgés d'eau, on est d'accord?
Oui, c'est aussi se rendre l'exploitation plus difficile et du coup compromettre la suite du chantier. Donc oui, oui. Parce que c'est quand même des engins qui coûtent très très cher et donc j'ai pas envie non plus de les enliser dans les parcelles. Ouais, et ça a été une énorme question avec l'hiver 2023-2024 qui a été extrêmement pluvieux et beaucoup trop long pour réaliser. Et donc il y a eu des marées, donc ça a été des grosses questions économiques pour les opérateurs d'exploitation forestière. Ouais. Et également, c'est pas forcément une question de poids de l'engin, mais plutôt de comment la pression sur le sol est répartie vis-à-vis des pneus ou des éléments qui permettent de pas être impactant sur une petite Mhm. surface, concentrer tout le poids de l'engin sur sur une toute petite superficie. Oui, c'est vrai qu'il y a deux notions. Il y aura toujours deux notions à regarder quand on parlera pour le tassement, l'effet tassement. On va regarder le poids total de l'engin, qui lui aura surtout un effet de tassement, mais en profondeur. Mais sur le cloisonnement, on peut considérer qu'on est sur une zone qui va être sortie de la zone productive, donc on sera une zone un peu condamnée, ou en tout cas conservée pour la circulation. Et ensuite, la deuxième notion à regarder, c'est le poids au centimètre carré, en tout cas à la surface. Et alors, même si on met des tracks et même si on élargit la surface de contact, il ne faut pas non plus encourager ou en tout cas, ça ne veut pas nous dire qu'il faut qu'on mette plus de poids ou qu'on ait des engins plus gros parce qu'on a mis une plus grande surface. Il faut travailler sur les deux. Il faut réussir à avoir une grande surface de contact au sol et en même temps réduire le poids de l'engin pour, du coup, moins marquer et moins ornier. Et du coup, avoir un chantier qui peut se terminer quand on est en contexte sensible. Merci beaucoup, Jonathan. Ben, je vais vous proposer de passer à la suite, à la dernière présentation. Et donc, je vais prendre la parole pour vous parler de la charte Boénergie et la préservation de la biodiversité. Donc, je vais vous parler tout simplement de comment on a organisé nos travaux. Donc, ce groupe de travail sur charte Boénergie et biodiversité est issu de réflexions dans le cadre de la COP régionale. Donc, c'est comme la conférence des parties au niveau international, mais là, c'est le conseil régional, le Centre Val-de-Loire, qui a décidé de mettre en place des lieux d'échange et de discussion avec différents acteurs qui souhaitent se réunir et échanger sur, euh, sur différents sujets en lien avec la transition énergétique et sur le territoire. Et donc, fort a été de constater que la biodiversité n'était que trop peu représentée dans les différents groupes d'acteurs. Donc, on a monté notre coalition Transition énergétique et préservation de la biodiversité en 2020. Et donc, on a travaillé sur plusieurs énergies renouvelables, dont le bois énergie. L'idée étant de capitaliser, prendre l'information sur la région et les territoires proches et en France pour pouvoir faire le point sur ce qui existe, échanger avec les acteurs, se positionner en tant que réseau associatif et ensuite de pouvoir proposer une restitution. Donc c'est un travail qu'on a mené directement avec Fibois, qui était pour nous la structure de référence sur la filière bois et bois énergie, pour nous orienter sur les choix des acteurs à mobiliser. On a pu faire ce travail grâce au financement de l'ADEME et du Conseil régional. Et donc, notre idée a été de pouvoir s'orienter vers Orléans et Tours Métropole, qui avaient une chaufferie, les grosses chaufferies qui permettaient de mobiliser 65% de la quantité de bois énergie utilisée en région. Donc, on s'est dit avec le peu de moyens qu'on avait, il fallait aller toucher large. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté à prendre contact avec ces structures-là. Et puis derrière, ça nous permettait de toucher d'autres structures comme les délégataires des chaufferies, donc d'Alkia et Engie. Et bien évidemment, on a aussi toqué à la porte de l'ONF et du CNPF pour avoir le regard des forestiers sur nos travaux. Donc, on a monté un groupe de travail qui nous a permis de finaliser la rédaction d'une charte bois, énergie et biodiversité, dont certaines structures ont pu signer dès sa parution en octobre 2021. Donc, cette charte bois, énergie et biodiversité, on l'a recontextualisée en remettant en phase avec les bonnes pratiques de récolte et de gestion forestière, et puis le fait que le bois énergie est un sous-produit du bois d'œuvre et du bois d'industrie. Et si on rentre un peu plus dans le détail, il y a 4 propositions qui sont donc présentées dans cette charte.
La première, c'est tendre vers une sylviculture diversifiée et chercher à réduire si possible les coupes rases, à l'exception des parcelles en reconversion ou des coupes sanitaires liées ou non au changement climatique. Ça, c'est une des thématiques qui a été la plus longue pour se mettre d'accord sur le rédactionnel, puisque bien évidemment, on est en échange avec des partenaires de filières économiques, et donc il y a quand même, en plus de la biodiversité, des grands enjeux autres derrière. Donc il a fallu à chaque fois trouver des consensus. C'est bien l'objectif de notre action, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les acteurs et trouver ensemble des manières de faire mieux. Ensuite, il y avait le deuxième engagement qui était d'exploiter donc les ripisylves et le bois bocager, utiliser la matière lors de l'entretien de ces éléments, mais tout en respectant donc la ressource en elle-même. Voilà. Et puis, le troisième, c'était globalement respecter l'espace forestier dans sa globalité, donc les espèces présentes, qu'elles soient dans le sol ou qu'elles soient au-dessus, dans la partie aérienne, les habitats dans leur globalité, principalement les zones humides, conserver la matière organique, donc ce dont on vient de parler, et puis laisser des arbres dépérissants et quand c'est possible, de pouvoir privilégier bien évidemment la régénération naturelle. Et ensuite, le quatrième engagement, c'était autour de mise en place de zones de quiétude autour des nids d'espèces qui se reproduisent et qui nidifient en forêt. Et donc là, on a ciblé cette espèce qu'on avait identifiée avec le réseau associatif en mettant en place des zones de non-intervention pendant les périodes de reproduction. Et donc, sur une certaine durée, bien évidemment, entre le 1er mars et le 1er septembre, avec des petites spécificités de réduction de la durée si jamais la reproduction n'a pas abouti. Donc ça, c'était notre charte Bois Énergie Biodiversité. On a eu un certain temps où les actions ne se sont pas poursuivies, parce que par manque de financement et aussi par le fait que cette coalition nous a permis de développer d'autres sujets sur d'autres thématiques, notamment bâti et biodiversité, qui nous a beaucoup occupés. Et finalement, on a relancé les travaux en 2025 avec la mise en place donc, du comité de la charte Bois Énergie. C'est-à-dire, on reprenait les mêmes qui étaient là à l'initiative de départ en 2020 et on ouvrait le groupe à d'autres structures. Donc, on a intégré l'INRAE, on a intégré des exploitants forestiers notamment, où donc il y avait l'entreprise Barrier, on a eu aussi les coopératives d'Unisilva, il y avait Alliance Forêt-Bois aussi, la DRAF. Et donc, on a pu mettre tout le monde autour de la table pour relancer les échanges et surtout comment arriver à faire vivre cette charte. Et donc, on a validé un plan d'action à l'été dernier qui permettait donc d'avoir un premier axe de travail sur la communication, c'est-à-dire faire des événements avec des signatures par les partenaires qui n'avaient pas encore signé ou des nouvelles chaufferies qui signaient pour s'intégrer dans le processus. La création donc d'une identité graphique avec une vidéo qui sortira bientôt. Et puis développer une stratégie de communication autour de tous nos travaux pour faire connaître la charte et trouver de nouveaux signataires. Ensuite, on avait un deuxième axe là-dedans qui était l'animation du collectif d'acteurs. Donc, il y a eu la constitution de ce comité régional avec différents temps d'échange. On a donc élaboré notre plan d'action et on a décidé collectivement de mettre en place, enfin de travailler à construire un diagnostic partagé pour avoir des bases communes validées par l'ensemble des acteurs qui nous permettent ensuite de pouvoir orienter cette charte et voir vers quelles recommandations on souhaite aller pour que les pratiques s'améliorent en région de manière homogène sur l'ensemble du territoire. On a un séminaire interne qui a eu lieu il y a 2 semaines en début du mois pour justement valider ce diagnostic. Et puis, on a différents temps d'échange avec des retours d'expérience entre les acteurs pour montrer leur manière de fonctionner en région. Et le troisième axe, c'est la partie formation-sensibilisation à divers publics. Donc, on est en train de créer des modules de formation pour former les différentes équipes des structures partenaires
et puis également s'orienter vers les forestiers. Et puis, ce webinaire fait partie du cycle de 2 webinaires qu'on a pu faire dans le cadre de ce plan d'action. Le premier était sur les ripisylves. Et puis, on organise un séminaire ouvert à tous le 30 juin prochain pour parler plus en détail donc, de notre diagnostic, de notre charte et de nos perspectives. Donc, notre comité s'est réuni en fin d'année dernière, donc il se réunit 2 fois par an. Et puis, c'est là qu'on a décidé de faire donc, ce diagnostic partagé qui a été validé en début de mois. Et donc, à venir, comme je le disais, les formations, le séminaire ouvert à tous les publics et puis la vidéo de communication qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et donc, je vous ai mis en dernière diapo les contacts donc, de Guy et moi pour FNE Centre-Val de Loire et Olivier pour FIBOA Centre-Val de Loire si vous avez besoin de questions, de réponses à diverses questions. Voilà, j'en ai fini avec la présentation que je voulais vous faire et je vais arrêter mon partage d'écran pour voir si nous avons d'autres questions. Ah, vous voyez pas mon écran? Ah bah mince, du coup j'ai fait ma présentation sans que vous voyez. Non, enfin, en tout cas, moi, je voyais. Ah, Moi aussi. Moi aussi, je voyais. j'ai eu peur. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des souhaits de prendre la parole? Peut-être des questions que j'aurais pas vu passer dans le chat et que vous voudriez qu'on aborde à nouveau? Des questions. Alors, une question dans le chat, des perspectives de déploiement dans d'autres régions. Alors, c'est vrai que c'est une initiative toute nouvelle, entre guillemets. On est un peu précurseur en région Centre-Val de Loire, le fait d'avoir mis tous les acteurs autour de la table. J'ai entendu, c'est Olivier est parti, mais j'ai entendu Olivier Silverberg donc de Fibois qui me disait qu'il avait parlé de cette démarche-là dans le réseau de Fibois partout en France et qu'il y a certaines autres régions qui étaient intéressées pour déployer ça ailleurs. Donc, ça va peut-être faire des petits, comme on dit. Donc, en tout cas, notre objectif de communication permettra aussi de faire parler de ce programme d'action concerté avec les différents acteurs de la filière bois et bois énergie plus précisément. Et donc, on espère effectivement que ça pourra intéresser d'autres structures pour pouvoir agir de la sorte dans les autres territoires. Et dans le réseau FNE, pas à ma connaissance, mais comme on est en lien avec le réseau et qu'on diffuse nos informations, notamment dans le réseau biodiversité de FNE national, on diffuse l'information. Donc, après, tout dépend les volontés locales de choisir de partir sur tel ou tel sujet pour avancer. Donc, comme on est tous indépendants les uns des autres, pour l'instant, j'ai pas d'écho comme quoi d'autres structures FNE auraient l'intention de mettre en place ces démarches-là sur leur territoire. Peut-être que, oui, vous vouliez prendre la parole, Rémi? Si c'est possible, très simplement, merci d'abord. Et pour la présentation, pour le webinaire qui était très intéressant, bien complet, et puis pour la démarche. Alors, je me situe, moi, jusqu'à dimanche soir, puisque je ne me représentais pas, j'ai été élu dans le Puy-de-Dôme, donc pas loin, et ce qui est un peu, enfin bon, voilà, dommage, mais je pense qu'on va tous collectivement médier à ça, c'est que finalement, je n'avais pas entendu parler de cette démarche par FNE, avec laquelle, bon, je suis élu écologiste, il faut le préciser, avec lesquels on a des relations régulières et vraiment très proches, mais par Dalca. Donc par un des professionnels qui est impliqué. Mais je crois vraiment qu'il y a un enjeu à la fois pour, je veux dire, améliorer la compréhension par tout le monde de la complexité du sujet, parce que on croise les uns les autres, je pense, trop de gens qui vont dire, écoutez, le bois énergie, soit le bois énergie c'est renouvelable, faites pas chier, ou la forêt, il faut pas y toucher du tout, passez votre chemin.
Mais je trouve que vraiment l'éventail des présentations qu'il y avait aujourd'hui est très intéressant parce qu'il montre bien que tout ça est un peu plus compliqué. Je dirais en tant qu'élu d'une pas petite ville, quand on veut chauffer nos logements sociaux autrement que par du fioul ou du gaz, on se dit que le bois énergie, c'est une bonne idée, si c'est bien fait, et on a besoin vraiment de ce type de démarche pour rassembler tout le monde autour de ce constat, je crois. Non seulement vraiment techniquement suivre, etc., mais aussi rassembler les différents acteurs autour d'un constat. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord avec le constat, on arrive à se mettre d'accord sur les actions à mettre pour faire en sorte de faire les choses bien, quoi. En tout cas, merci, vraiment, c'est super intéressant. Et juste, je pensais à ma petite région Rennais, mais même au national, puisqu'il m'est arrivé par le passé de pas mal bosser dans mon boulot précédent à l'ADEME avec le FNE national. Et euh, je pense vraiment que ça va dans l'esprit des réflexions, mais que vous avez sur un l'éholoscope, le PV-scope, etc. Il y a vraiment, enfin, tout ça fait un ensemble qu'il faut vraiment valoriser. Merci beaucoup. Oui, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître, faire parler de cette charte. Après, il y a une question dans le chat qui dit il faudrait que ce soit la même charte dans toutes les régions, sinon ce serait contre-productif. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à ça. Guy, tu me rediras, enfin, tu pourras intervenir si tu veux, mais on est vraiment dans des objectifs de concertation en fonction des enjeux et des spécificités de chacun des territoires. Donc, je suis pas sûre qu'un outil unique qui soit le même pour tous soit le plus judicieux et qu'il faut vraiment faire en fonction des présences euh, du territoire. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, en tout cas, en montant ce projet, c'est que l'ensemble des acteurs dont on vous a parlé sont moteurs et très investis et on a tous une volonté d'améliorer les choses. Donc, c'est super intéressant, en tout cas, de travailler dans ce contexte-là. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour accéder à la charte. Oui, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Bruno, si vous voulez ouvrir votre micro, Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. on vous entend. Oui. Donc, bonjour, Bruno Grange pour Bois Énergie France d'Alkia. Donc, Monsieur Chabriat, on s'est croisé il n'y a pas si longtemps. D'abord, merci pour cette présentation qui est de qualité. Cette charte de FNE Centre-Val de Loire, pour le moment, moi, je la vois comme une première expérimentation. C'est-à-dire qu'on va dans une direction nouvelle. C'est moi qui disais qu'il ne faudrait pas avoir une charte différente ou trop différente par région, parce que dès qu'on arrive à l'exploitation forestière, si on se retrouve à Nevers ou à Nemours ou à Montargis, si on se retrouve avec trois chartes, on est à peu près sûr que l'exploitation forestière va se prendre les pieds dans le tapis sur quelle région on est et comment ça va. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément exactement les mêmes espèces qu'on va protéger en priorité d'une région à l'autre, mais il faut que le principe reste le même. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses comme ça qui soient faciles et peut-être des outils aussi mis en place en commun sur dans telle zone, voilà ce qui a à respecter. Enfin, je pense que ça peut être fait de façon très intelligente, communiquer sur les bons sujets qui sont que l'exploitation forestière doit nous préserver la forêt, sachant que l'exploitation forestière, ce n'est pas le bois énergie, ce n'est pas l'exploitation forestière, il y a d'autres choses, et tout ça, c'est bien l'exploitation forestière, y compris les bois nobles, et surtout les bois nobles qui drive tout ça. Le bois énergie a sa part de charge à prendre et donc c'est normal que nous soyons aussi contributeurs de cette restructuration. Mais effectivement, moi je trouve que cette expérimentation qui est Centre Val de Loire, et comme ça a été dit, c'est en train de se mettre en place. On essaye tous de voir ce qui marche pas, ce qu'on va améliorer. Et donc je pense que en faire tâche d'huile par la suite, c'est tout à fait souhaitable. Merci. Voilà. Guy, je te laisse. Ouais, je voudrais rajouter deux choses, parce que en fait, la charte, c'est insuffisant. La charte, c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a fait les uns avec les autres. Et appliquer une charte telle qu'elle, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un cheminement pendant un certain nombre de mois avant d'élaborer ensuite un texte. Et à tel point qu'aujourd'hui, le texte est peut-être insuffisant, parce que l'ensemble des échanges qu'on a avec les partenaires, c'est que finalement, il est peut-être
important de le renforcer. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire, mais peut-être que soit on sera sous une forme différente de texte, soit avec des annexes. Mais il est certain que ce qui est important, c'est que on élabore ensemble. Et c'est le fait d'élaborer, la confiance, le travail conjoint qui permettent d'avoir un résultat. Et je crois pas que d'appliquer ou comme tel quel un document soit la meilleure des solutions. Merci Guy. Pour répondre à une question dans le chat, dans votre diagnostic, avez-vous utilisé les indicateurs de sensibilité des forêts évoqués précédemment? Alors, ce qu'il faut préciser sur notre diagnostic, c'est qu'on a vraiment fait état de tous les éléments qui existaient, toutes les pratiques qui avaient trait à la mobilisation de bois énergie, que ce soit dans la réglementation, que ce soit dans les certifications, que ce soit sur du coup les éléments de fonctionnalité des sols, etc. Et le lien avec la biodiversité. En fait, c'était ça notre diagnostic, c'était vraiment de faire le point sur tout ce qui existe et les études qui peuvent avoir été faites dans le cadre de l'évolution des avis du changement climatique. Et donc, une fois qu'on a ce constat-là, en fait, ce qui nous servait de constat, l'idée, c'est d'échanger ensemble. La suite, ça va être comment éventuellement on aboutit à des indicateurs de suivi, comment on met en place concrètement la charte sur le territoire. Est-ce qu'il ne faut pas la faire évoluer comme le précisait Guy? Enfin, voilà. Là, finalement, c'était le début de nos échanges. C'était vraiment construire un référentiel de base sur lequel on est tous d'accord. Et ensuite, vers quoi on tend pour faire évoluer les pratiques au regard de notre territoire et des spécificités. Voilà pour tout ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on a dépassé un petit peu le temps prévu. Donc, je vais vous proposer de finir ce webinaire. Peut-être je laisse encore la potentialité une question ou deux. Et puis après, il sera le temps de se dire au revoir. Moi, j'avais une question, Daphné. Oui, J'en avais une que j'ai mis dans le chat. pardon, Moi, je bonjour, me Jean-Pierre. Elle est tout en haut. Je me posais la question par rapport, on a parlé pas mal de bois énergie et du cas des peupleraies. Et j'ai juste l'oreille qui tend, j'ai une peuplerée qui est en train d'être abattue en ce moment, à 1 kilomètre de chez moi là. Et je me posais la question, je suis un forestier aussi, j'ai cette casquette-là, et par rapport au cloisonnement, on parlait tout à l'heure, on évoquait des cloisonnements. Donc dans une peuplerée, clairement, il n'y a pas de cloisonnement. On coupe un arbre, on les fait tomber les uns après les autres. C'est un cas concret. Après, il y a la période de rotation. On est sur des rotations hyper courtes. Je me posais la question par rapport au sol, au type de sol, et souvent par rapport à des prairies qui sont transformées en peupleraies, et par rapport à la richesse, c'est la dernière question dans les trois, la richesse en fait du sol. Est-ce que on avait une grande des peupleraies en fait avaient été étudiées par rapport à la qualité de sol, est-ce qu'on s'était aperçu d'une production de biomasse plus importante, d'un effet de lessivage plus important? Voilà, c'est une question assez vaste en fait. Mais quel est le cas enfin, d'une peuplerée par rapport au sol en fait? Voilà. Sur la partie de circulation dans une peuplerée, c'est vrai qu'on est sur un schéma un peu plus complexe. Dans une forêt où on intervient plusieurs fois, où il y a plusieurs coupes, le cloiseau est à son évidence parce qu'on va revenir et si on le signale bien, c'est facile de le retrouver. La problématique d'une peuplerée, c'est que on n'a pas Mm. d'éclaircie, on fait des coupes définitives, on fait des coupes Ouais, totales à ouais. chaque fois. Donc, retrouver le cloisonnement quand on n'a plus aucun arbre sur parcelle, c'est là où on bloque encore sur la capacité à retrouver le cheminement des engins une fois qu'on replante. Et donc oui, là pour l'instant, on n'a pas de préconisation facile à mettre en place, techniquement viable, pour retrouver les anciens passages d'engins. Donc c'est vrai qu'on peut pleurer, retrouver, concentrer le passage sur des cloisonnements est plus compliqué. Après, sur la fertilité, donc, bon, il y a souvent dans les coupes de pleurer la tête qui est utilisée pour du bois énergie. Mm. Je n'ai pas en tête là, les pourcentages, en tout cas, combien correspond la part de bois énergie utilisée dans l'ensemble des peupleraies. Et après, la sensibilité, je, je ne saurais pas dire également la sensibilité moyenne des peupleraies. C'est à chaque cas.
On est sur des fonds de vallon à chaque fois, donc Mhm. je saurais pas dire si on est vraiment sur des contextes plus sensibles ou pas qu'à la moyenne. Donc peut-être Nathalie a une réponse, mais je pouvais répondre sur la partie circulation, sur la partie fertilité Raisonnement. chimique. J'ai un peu moins de billes à avancer là. Non, Ok, j'ai merci. pas du tout en tête, je suis désolée, la comparaison des peupleraies avec les autres. On voit souvent en tant que forestier les peupleraies comme de la culture du bois plutôt Ouais, qu'une forêt. Et du coup, effectivement, c'est pas dans mon panel de la bibliographie. En tout cas, j'ai pas en tête, je suis désolée. ok. J'ai un dernier élément. Sophie, si vous pouvez ouvrir votre micro, j'ai pas tout à fait compris votre question. Oui, Sophie Cambongro, animatrice de la fresque du sol. J'avais une question sur l'appel à faire un appel pour des études de cas. Là, bon, par exemple, quelqu'un parlait d'une peuplerais, mais il peut y avoir, bon, là, c'est pas, on a répondu que c'était peut-être pas tout à fait une forêt habituelle, mais sinon, il y a des régions où l'entretien des haies par les agriculteurs, par exemple. Alors là, c'est pas forestier, c'est plutôt utilisation d'autres ressources de bois énergie, mais ça peut faire l'objet de mobilisation citoyenne pour créer des chaufferies ad hoc sur le territoire. Mais il peut y avoir d'autres cas comme ça qui peuvent faire remonter dans votre région des cas très intéressants à étudier, à mettre en perspective avec cette charte et ces diagnostics que vous faites. Est-ce Alors, que vous avez fait un appel à ça? Enfin, j'ai un appel aux assos qui fassent remonter des études de cas. pas forcément, non. Par contre, pour ce qui est de l'exploitation de haies, enfin de la valorisation des haies, on a sur notre territoire des petites communes, justement, notamment dans le Cher. On a un exemple sur lequel on s'appuie, qui est la commune de Marseille, qui a mis en place une petite chaufferie, une chaufferie bois, mais vraiment de petits gabarits comparé à tout ce qu'on peut avoir comme les grosses chaufferies industrielles d'Orléans et Tours Métropole. Et cette chaufferie-là est alimentée par justement l'entretien de tout le bocage dans et autour de la commune par un collectif effectivement d'agriculteurs. Et ça fonctionne bien, ça sert à chauffer les bâtiments communaux et on a ce type de retour qui sont aussi valorisés dans le cadre des travaux de l'Agence régionale de la biodiversité qui valorise les actions comme ça vertueuses, on va dire. Donc, ce genre d'éléments, on a en tout cas de quoi donner envie à d'autres petites communes de pouvoir faire la même chose. Quand, Et j'ai l'impression que ces remontées-là, c'est super intéressant pour les acteurs du territoire parce que là, concrètement, ils peuvent faire des choses très, très, très localisées avec une minimisation des circulations, avec des gros camions, etc. Donc ça permet d'apaiser aussi toutes les circulations sur les territoires plutôt que d'avoir des gros flux traversants, quoi. Donc ça, c'est vachement intéressant pour la faune aussi qui évite de se faire décimer au passage. Mhm. eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire. Merci à tous ceux qui sont restés un peu plus longtemps malgré le temps supplémentaire passé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous propose de vous diffuser l'information du replay du webinaire si vous souhaitez le repartager, le diffuser, n'hésitez pas. On vous l'enverra par mail à tous les inscrits et puis il sera disponible sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, Bonne tout à soirée. fait. Au Tout à revoir. fait. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.